Partout sur la planète, le changement climatique est à l'œuvre. Hausse des températures moyennes, augmentation du nombre d'événements extrêmes et baisse de la biodiversité. En France, la forêt couvre près de 30% du territoire métropolitain. Comment cet élément majeur de nos paysages et de notre histoire fait-il face au changement climatique? Comment nos forêts se portent-elles? Pour répondre à ces questions, l'Esprit Sorcier vous emmène dans l'une des forêts les plus emblématiques de notre pays, la forêt d'Orléans, où nous allons rencontrer l'une des équipes scientifiques les plus en pointe au monde dans le domaine. Ici, on va étudier comment les arbres réagissent notamment à la sécheresse et en gros les assauts du climat. De se dire, est-ce que ces arbres-là résistent bien? Est-ce que lorsqu'il y a une sécheresse, par exemple, ils se remettent vite? Et on va prendre des échantillons dans cette forêt. On va mesurer des arbres, on va les regarder du ciel. Et tout ça nous aide à avoir une idée de cette santé de nos forêts. Pour découvrir les forêts depuis le ciel, nous nous rendons à l'Université d'Orléans. C'est là que nous rencontrons Cécile Vincent Barbaroux. Grâce aux images satellites, elle est capable d'établir un premier bilan de santé de la forêt. Clairement, depuis 2018, on a une accélération du phénomène de dépérissement sur des espèces emblématiques de nos forêts comme les chênes qui commencent à accuser sérieusement de la sécheresse. Il y a toute une demande qui est de plus en plus forte pour essayer de détecter où se trouvent ces zones de forêt en souffrance. Et alors quand on veut prendre de la hauteur, il y a plusieurs types d'images qui peuvent être utilisées. Donc l'imagerie drone, qui ici, comme on peut le voir sur cette photo drone, on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances scientifiques pour repérer les arbres dépérissants. Après la photo aérienne, on peut prendre encore plus de hauteur avec les images satellites, notamment les images Sentinelle-2, qui ont une résolution au sol de 10 mètres minimum et qui permettent aussi de caractériser un peu plus finement, notamment le signal du dépérissement. On va avoir différentes informations en fonction du domaine spectral dans lequel on va se placer, depuis le visible, le proche infrarouge qui va être plutôt dédié à la structure interne des feuilles, et le moyen infrarouge qui va être plutôt dédié à la teneur en eau des végétaux. Ces observations réalisées par le satellite permettent ensuite de classer les zones de l'ensemble de la forêt en fonction de l'état de santé des arbres. L'image que l'on va produire avec ces modèles cartographiques, eh bien, ça va être un état sanitaire de la forêt que l'on a choisi de le décliner en 3 classes. Un état sanitaire sain, que l'on peut voir ici en vert. Un état sanitaire stressé, avec des peuplements qui ont plus de 20% d'arbres dépérissants. Donc c'est ce que l'on voit ici en jaune. Et puis un état sanitaire très dépérissant avec plus de 50% des arbres qui sont fortement dépérissants. Et donc cette catégorisation va permettre de localiser justement les zones de la forêt en souffrance. Ces mesures par satellite sont intéressantes pour voir les zones de la forêt en souffrance, mais elles sont limitées par leur résolution d'une dizaine de mètres. Pour voir ce qui se passe réellement, il faut aller sur place, au plus près des arbres. Et plus exactement, dans la canopée de la forêt de Nogent sur Vernisson. On est au sommet des arbres, on est dans la canopée pour pouvoir avoir accès aux feuilles. Et moi, je veux les feuilles les plus actives parce que je suis l'activité des feuilles et donc j'ai besoin d'avoir des feuilles qui sont vraiment en haut de la canopée, qui sont directement soumises au soleil à température atmosphérique. Les feuilles des arbres, c'est une vraie machinerie. Elles font la photosynthèse, mais elles respirent aussi comme nous et elles transpirent aussi, d'autant plus quand il fait chaud. Et la transpiration, ça leur sert à faire monter la sève, à réduire la température de surface de la feuille et toute cette eau qui est transpirée va aller dans l'atmosphère. Je vais poser ma pince de mon appareil qui est un poromètre sur ma feuille afin qu'il puisse mesurer la transpiration de la feuille. Ça dit qu'on est autour moins de 100 millimoles par mètre carré par seconde. Il a passé le pic d'activité parce qu'on a dépassé midi et il commence à baisser son activité. Un chêne de cette taille va transpirer autour de 150 litres par jour en conditions satisfaisantes d'alimentation en eau et en journée ensoleillée.
Et ce qui est assez hallucinant, c'est que si on le calcule sur la forêt d'Orléans, par exemple, la quantité d'eau transpirée équivaut à un volume de 500 piscines olympiques par jour. L'eau, elle est sous forme de vapeur d'eau au-dessus de la forêt et ça forme comme des rivières flottantes qui vont bouger et toute cette eau va tomber 10 km ou plusieurs centaines de kilomètres plus loin et c'est ce qui permet le cycle de l'eau sur l'écosystème terrestre. Ben on va, bonne continuation. Si dans la canopée les arbres ont l'air de se porter correctement, pour avoir une vision encore plus précise de l'état de santé de la forêt, il faut redescendre et suivre Nathalie sur un autre dispositif. Je vous amène sur le dispositif Optimix où on suit de façon intensive un certain nombre de paramètres. Et ici par exemple, on a sur un chêne un dendromètre. C'est un appareil pour suivre sa croissance en diamètre à l'échelle intrajournalière. Effectivement, il grossit et il réduit selon la quantité d'eau et de sève qu'il transporte à l'intérieur de son tronc. Là, on est à 5,3% dans l'horizon superficiel, là où il y a le plus de racines. Et c'est très sec parce qu'en dessous de 2%, il n'y a vraiment plus d'eau disponible pour les végétaux. Et s'il y a suffisamment d'eau, on est largement au-dessus de 10%, 15%, c'est très satisfaisant. Donc on est très sec. Donc ce qui veut dire que c'est sec, c'est que les arbres n'ont pas assez d'eau pour faire leur métabolisme. Mais ce n'est pas le seul lieu de mesure dans cette forêt bardée de capteurs. Donc là, je vais me connecter à la centrale qui récupère toutes les données de tous nos capteurs. Alors, c'est l'équivalent d'une station météorologique comme Météo France. Donc, on a le pluviomètre pour la pluie, on a pour la lumière, on a la température de l'air. Et puis, on a également un certain nombre de capteurs qui sont enfouis dans le sol. Alors, on en a besoin pour savoir quelle quantité d'eau ont à disposition les arbres, comment ils vont réagir à des conditions de sécheresse, comment ils vont réagir à des températures élevées. Donc on a besoin d'avoir tous les paramètres qu'on dit abiotiques, les paramètres de l'environnement, pour voir comment ils réagissent à ces contraintes et pouvoir simuler des comportements ou des mortalités prévues dans les futurs climats de dans 50 ans. Là par exemple je me suis connectée et on peut voir l'évolution de la teneur de l'eau dans le sol sur de nos différentes sondes qui sont installées à différentes profondeurs dans notre sol. Là, on s'aperçoit que l'été, ça sèche, c'est normal puisque l'eau est utilisée par les plantes. Elles en ont besoin pour faire leur fonctionnement, leur métabolisme. Et on s'en rend compte depuis qu'on fait des mesures que chaque année, l'humidité du sol en profondeur est de plus en plus faible, c'est-à-dire que le sol, même en profondeur, s'assèche de plus en plus chaque année. On croit atteindre un peu la limite, mais en fait, c'est de plus en plus sec. Et donc pour les arbres, ça implique qu'ils vont devoir faire de plus en plus d'efforts pour aller de plus en plus loin dans le sol pour récupérer la quantité suffisante d'eau dont ils ont besoin. Certains vont mourir, d'autres vont pouvoir résister parce qu'ils ont des capacités de plasticité, d'acclimatation qui vont faire qu'ils vont pouvoir rester vivants encore pas mal d'années. Si la plupart des mesures effectuées au sol montrent une situation inquiétante de l'état de santé de la forêt, il existe encore un autre indicateur, les insectes. Et pour les capturer au plus près de la canopée, il faut retourner à 25 mètres du sol sur la plateforme pour retrouver Guilhem Parmin. La sécurité d'abord, on soit toujours connecté. On travaille quand même à des hauteurs non négligeables. Il y a plus de 20 mètres. On imagine facilement qu'une chute de cette hauteur puisse être fatale. Donc on a besoin d'être toujours encordé. Là, je suis en train de récupérer un piège Lindgren donc, qui a été mis au-dessus de la canopée. La récolte est intéressante. On voit déjà plusieurs espèces à l'intérieur de l'échantillon. Du genre des capricornes, des cétoines aussi. Ce que nous allons étudier, ça va être la modification des communautés d'insectes de la canopée en réponse au changement climatique. Il faut savoir que le changement climatique, la canopée, c'est la première barrière, c'est la frontière. C'est là où tout se passe en fait. On a des phénomènes qu'on ne connaît pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était un peu terra incognita ici.
Et des mesures préliminaires de température, par exemple, nous indiquent que c'est extrêmement différent entre ce qui se passe au sol hors forêt, le haut sol en forêt et ici à la canopée. Quand on a 35 degrés, par exemple, en bas, quand on marche dans la rue, en sol forestier, il fait 25 degrés, et ici en canopée, il fait 50 degrés. On parle bien de 50 degrés Celsius. Avec de telles températures dans la canopée, les populations d'insectes capturés ici commencent à changer. Alors le travail en labo est primordial, puisqu'en fait, là, sur le terrain, on ne peut pas vraiment identifier un grand nombre d'espèces, que quelques-unes extrêmement caractéristiques. Mais comme on parle de plus de 10 000 espèces en France, il va falloir vraiment passer par la case labo. Là, je vais conditionner l'échantillon et ensuite comparer donc, avec les collections de référence et les ouvrages de détermination pour savoir de quoi il est constitué exactement, quelles sont les espèces que nous avons échantillonnées dans ce milieu. Et pour en avoir le cœur net, il faut suivre Guilhem à quelques mètres de la plateforme au laboratoire d'entomologie. Je vais avoir besoin de regarder finement les spécimens à l'aide d'une loupe binoculaire pour aller voir des détails extrêmement précis, me servir de la bibliographie, de livres où sont décrites les espèces et également comparer avec les collections de référence que nous avons juste derrière. Donc ça, ce sont les cétoines, les fameuses cétoines. Donc ici, une espèce assez grande, sans doute la plus grosse, une des plus grosses cétoines de France. Et ici, d'autres choses qui sont d'autres espèces. Et je vais devoir regarder attentivement parce que malgré leur taille, les critères distinctifs ne sont pas si évidents que ça. Donc là, je vais avoir besoin de certaines boîtes. Celle-ci. Voilà. Donc là, je vais comparer différents spécimens entre eux pour vérifier qu'il s'agisse bien de l'espèce que je soupçonne. C'est que sous la binoculaire, j'ai un petit Clerus mutilarius. Cette espèce d'insecte, quasiment absente il y a encore quelques années, est de plus en plus présente aujourd'hui. Un signe de plus que la forêt souffre face au changement climatique et qu'il va falloir trouver des solutions à l'avenir. Le Graal de nos recherches, c'est de permettre d'avoir demain une forêt bien portante, qui soit des havres de biodiversité, pour lesquels les gens, quand ils y vont, ça leur parle, c'est-à-dire que c'est un bien commun, c'est un élément qui est très important, et qu'elle soit toujours productive, c'est-à-dire qu'on puisse en tirer les bénéfices que la société en attend, que ce soit sur le point de vue économique, le carbone, qu'elle résiste le mieux possible aux incendies. On a été cette année particulièrement touché par les incendies. Demain, ça sera encore pire. Qu'elle résiste aux tempêtes aussi. Voilà. Donc demain, la forêt, il faut qu'elle soit encore là et qu'elle nous rende tous ses services. Grâce à l'équipe de Frédéric, nous pouvons espérer que nos forêts résisteront au changement climatique en cours et feront face aux événements extrêmes qui les menacent chaque année. Mais si les températures continuent encore d'augmenter, peut-être qu'une solution, une parmi d'autres, pourrait consister à planter des essences d'arbres adaptés au climat méditerranéen, comme le cèdre ou le séquoia par exemple. Un moindre mal pour tenter de sauver nos forêts.